Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la communauté DMG. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle chacun va écouter l'histoire. Bon, je viens avec une histoire qui s'est déroulée, j'avais environ 10 ans. 10 ans, oui. Comment je vais commencer? Bon, en fait, un jour, c'était la période des vacances. On est allé passer les vacances chez ma grand-mère, la mère de maman. Donc, étant là-bas, on avait l'un de nos grands-pères, donc le petit frère de la grand-mère, qui restait dans le même village, mais un peu plus bas. Mais lui, il travaillait en ville, comme la ville n'est pas loin du village de ma grand-mère. Et il travaillait en ville, du coup, quand il venait souvent, chaque week-end, il venait voir sa famille et tout. Et du coup, quand il venait comme ça, nous, les petits-fils de sa sœur, on partait souvent là-bas. Parfois passer le week-end avec lui et puis les autres enfants et tout. On était tous là. Comme il était tellement aimable et il aimait être entouré de ses petits-fils, de tout le monde en fait. Donc voilà, on se retrouve un week-end. On passe bien le week-end avec lui, tranquille. Il était là. Il avait une toute petite grippe qui l'embêtait. À la fin du week-end, donc dimanche soir, il est parti. Il a pris le transport. Il est retourné en ville. Nous sommes restés. Et là, nous sommes retournés chez notre grand-mère. Le lendemain, il était environ 10-11 heures. On écoute les pleurs. Puisque ma grand-mère était un peu plus haut et lui, il restait plus bas. Donc, on écoute les pleurs. On sait pas, en fait, il y a des personnes qui arrivent à la maison en pleurant et tout. Nous, on était allés à la rivière. On tentait d'aller à la rivière puiser de l'eau. Mais on s'était d'abord arrêté, comme on connaissait les enfants, on cherchait des fruits, des trucs. On s'était arrêté, on n'était pas encore arrivé à la rivière. Et la grand-mère était à la maison en train de sacler la cour. Voilà, on écoute les pleurs. On écoute les pleurs, on fait demi-tour. On arrive à la maison, on trouve la grand-mère, on trouve les gens en train de pleurer et tout. Qu'est-ce qui se passe? Le grand-père en question, donc mon grand-père, le frère de la grand-mère est décédé. Oh, il est décédé, qu'est-ce qu'il avait? Il est rentré hier, il avait juste une petite grippe qui l'embêtait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a tué? Qu'est-ce qui est arrivé et tout? Ah, il n'y avait pas d'explication et tout. Les choses se sont passées avant même avant l'enterrement. Les polémiques ont commencé. Du genre, c'est ma grand-mère qui a tué son petit frère. C'est ma grand-mère qui a tué son petit frère et tout. Mais ma grand-mère dit, je vais tuer mon petit frère, que ça a commencé comment? En fait, l'histoire, c'est que à l'époque, ma grand-mère, comme elle a perdu son mari très tôt, donc le père de ma maman, est mort très tôt. Du coup, son frère, donc le frère de la grand-mère, le défunt, celui qui est mort dans l'histoire, a demandé à la grand-mère d'aller construire sur son terrain pour pouvoir élever les enfants. Parce que quand le mari est décédé, quand mon grand-père, donc le père de maman est décédé, les enfants étaient encore très petits. Donc maman et ses petits frères et sœurs, ils étaient encore très très jeunes. Du coup, le frère à ma grand-mère a demandé que la grand-mère aille construire, puisqu'il avait un grand terrain, construire là-bas, chez lui, et puis élever ses enfants. C'est ce qui s'était passé. Nous-mêmes, nous sommes nés là-bas. Bon, je vais dire, nous sommes nés du genre, on a trouvé qu'ils étaient encore là-bas. On est quitté de là-bas. J'avais, je pense, 7 ans. Donc, quand le défunt
le grand-père, donc petit frère de la grand-mère, a vu que les enfants grandissaient déjà. Lui, il avait les enfants qui grandissaient et puis sa grande soeur avait les enfants qui grandissaient. Il a appelé sa grande soeur en aparté pour dire, bon voilà, nous avons déjà les enfants qui grandissent. Il ne faudrait pas que demain, après-demain, lorsqu'on ne sera pas, ils vont se discuter les terrains, ils vont se prendre la tête pour tout. Si, vu que tu as déjà les grandes filles et tout, si elles peuvent se battre pour t'avoir un morceau de terrain quelque part, pour que tu fasses même un 4 murs et tout, je vais aussi soutenir. Et la grand-mère n'a pas pris ça en mal, elle a dit, tu as tout à fait raison. Ça n'a pas duré, ces filles ont pris un terrain. Le terrain, la grand-mère aussitôt, mais maman, donc ma mère et puis mes tantes ont construit, ont fait un truc en tout cas, ils ont construit pour la grand-mère et tout. Voilà. Maintenant, lorsque le grand-père, le petit frère de la grand-mère est décédé, les gens ont commencé à dire que c'est la grand-mère qui a tué parce que son frère l'avait demandé de libérer le terrain. La grand-mère a dit que je vais le faire pourquoi? Et je sais comment ça se passe pour tuer quelqu'un et tout ça. En fait, c'est tellement de polémiques. Les gens parlaient de gauche et tout ça. Là, il y avait même déjà des ennemis qui se sont. Vous voyez un peu. Donc, les gens se faisaient déjà des ennemis et tout. C'était vraiment compliqué. Au point où les frères et sœurs de ma grand-mère étaient maintenant du côté de la femme de leur frère. Mais la grand-mère était juste là avec ses filles et puis quelques personnes du village qui la soutenaient. Voilà comment après l'enterrement, après tout ce qui s'est passé là, les rituels, les cérémonies et tout, la femme de mon grand-père, celui qui est décédé, est partie voir les marabouts, féticheurs ou quoi là. Elle allait voir pour essayer de connaître l'origine de la mort. Ils ont indiqué un marabout au Cameroun. Je ne sais pas dans quelle région là. Je suis camerounaise, hein, je vous rappelle, puisque je ne vis pas au Cameroun depuis très longtemps. Voilà pourquoi mon accent est un peu... Voilà, je suis au Gabon. Donc, ils sont partis dans on les a indiqué je sais pas, c'est une ville pour rencontrer un grand féticheur, marabout. Alors, ils ont dit avant de partir, il faudra rassembler 9 pièces de 5 francs, et puis les sous-vêtements de ma grand-mère, dans la grande sœur du défunt. Vous prenez un sous-vêtement qu'elle a déjà utilisé et tout. Puis c'est 9 pièces de 5 francs, vous partez avec là-bas. Ils ont rassemblé et tout. C'était pas quelque chose de... Ils n'ont pas fait ça en cachette. C'était un truc que tout le monde savait, même pour donner le sous-vêtement là. C'était le consentement de la grand-mère. Parce qu'ils ont en parlé. La grand-mère a dit, c'est là, choisissez même. Si vous voulez, je vous donne ce que je porte même là. Prenez. Ils ont pris, ils sont partis. Quand ils sont arrivés, le féticheur ou marabout, quoi là, les a reçus. Il a dit, je sais pourquoi est-ce que vous êtes arrivés. Mais je ne vais pas vous laisser le temps de parler. Je vais laisser la personne elle-même vous donner l'origine de sa mort. Voilà comment il a déposé un très grand miroir devant lui. Et il a invoqué le nom. Il a fait d'abord ce qu'il avait à faire, comme ils font souvent, je ne sais pas trop. Il a invoqué le nom du défunt. 3 fois. Le défunt est sorti sur le miroir. 2 tournées. Quand il est sorti, les gens ont paniqué, ceux qui étaient là. Voilà comment le défunt dit non. Comment on appelle? Ne faites rien à ma soeur. Laissez ma soeur tranquille. Elle ne connaît rien de ma mort. Ma mort, je l'ai provoquée moi-même. Je sortais avec la femme de l'un de mes collègues et ce dernier a balancé une poudre sur mon bureau. Du coup, lorsque je me suis rendue au travail, j'ai attrapé déjà cette grippe à travers la poudre en question. Et c'est ce qui m'a tuée. C'est ce qui m'a tuée, simplement parce qu'il sortait avec la femme de son collègue.
lui, il se disait peut-être que le collègue ne savait pas, mais apparemment, le collègue avait su. Et après, le collègue a fait les médicaments. Il est allé mettre dans son bureau. Et voilà, c'est ce qui avait causé sa mort. Et depuis ce jour, ça n'a pas été facile. Vous-même, vous savez que quand il y a des trucs comme ça, que vous vous prenez la tête et tout. Et après, parfois, la honte, vous n'avez pas le courage de venir demander les excuses à l'autre. Mais après, voilà, aujourd'hui, tout se passe bien. La famille est en bon terme. Ma grand-mère aussi, paix à son âme, avant de mourir, elle s'entendait déjà très bien avec toute avec sa famille, sa belle-sœur et les enfants et tout le monde. Donc, c'est un peu ça. C'est pour dire que lorsqu'il y a un décès, enfin, lorsqu'il y a quelque chose comme ça, je pense que l'idéal, c'est souvent d'utiliser, en fait, comment on appelle, d'être plus sage, hein, pour prendre certaines résolutions ou alors pour accuser quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin et dire que non, c'est parce qu'ils ont eu un problème auparavant. Voilà pourquoi, voilà pourquoi. Bref, c'était mon histoire et bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous portez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, avant de raconter mon histoire, je vous invite à liker, abonnez-vous et partager. Mais avant ça, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Il y a des histoires ici qu'on écoute, elles sont très bien. C'est des histoires aujourd'hui qui, moi, personnellement, me permet, voilà, de me prémunir de beaucoup de choses. Mais vous savez, c'est quoi le seul problème avec ces histoires-là? Devinez. Il n'y a pas de son. À Taraz, il n'y a pas le son. Pour écouter, tu es obligé de mettre les écouteurs. Ah, Godo, on n'entend rien, s'il vous plaît. Je ne dis pas que les histoires ne sont pas de qualité. Les histoires sont très bien. Vraiment. Parce que toutes les histoires ici, moi je considère que c'est des bonnes histoires. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça peut t'aider dans la vie. Mais s'il vous plaît, mais parlez fort, Niambi, parlez. Le sang. Moi, je suis obligé d'acheter un baff pour écouter les histoires de DMG TV. Hein? Cela montre à quel point j'accorde de l'importance aux histoires que vous racontez ici, parce que nous sommes en Afrique. Oh God, ça là aussi on doit vous dire. Oh, oh bon, excusez-moi, parce que c'est des histoires pour écouter là, oh God, il y a quoi même? Bon, excusez-moi, vraiment, s'il vous plaît, parlez un peu plus fort. C'est pas tout le monde, mais la minorité qui raconte ce genre d'histoire-là. Parlez un peu plus fort. Bon, bref, je raconte mon histoire. Alors, l'histoire se passe toujours au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou. Voilà, d'où je vis, où je travaille. Le travail m'a emmené là-bas. Voilà, donc c'est l'histoire d'un jeune homme que je vais donner comme nom d'emprunt. Je vais donner Ibrahim, c'est pas son vrai nom. Donc, alors, déjà, sachez que la sorcellerie aujourd'hui s'est digitalisée. Là, on trouve la sorcellerie également sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, je vous dis, il y a la sorcellerie aussi là-bas. Donc, faites attention aux pages que vous likez, que vous partagez, les commentaires avec qui vous rentrez en contact. Ah, faites attention. Les sorciers, les sorciers ont Internet, hein. Vous-même là-bas. Oh. Donc, c'est l'histoire de Ibrahim. Ibrahim, c'était un jeune homme vraiment très cool, très sympa, parce que je l'ai côtoyé pendant quelques temps. Il n'avait de problème avec personne. Il était très serviable. Donc, il avait maximum 25 ans. Il n'avait pas au-delà de 25 ans. Donc, vous voyez à quel point il était jeune. Voilà. Et son addiction pour les réseaux sociaux. Donc, c'est un voisin de quartier. Bon, nos quartiers sont plutôt voisins, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, Ibrahim, c'est quelqu'un qui scrollait sur les réseaux sociaux, un peu comme vous et moi. Donc, il est tombé sur une page, notamment sur Facebook. Voilà. Donc, il a vu un commentaire qui disait, je veux pas dire le nom de la page, voilà. Le commentaire la page disait que voilà, si tu veux changer ta vie, clique sur le lien. Il y avait un lien HTTP en bleu. Donc, Ibrahim a cliqué sur le lien. Ibrahimo, solo. Il a cliqué sur le lien.
Maintenant, sur le lien là reconduit sur, on va dire, sur un profil Telegram. Donc, c'est un lien Telegram qui était sur la page Facebook. Donc, en cliquant sur sur le lien Telegram, il va directement dans un groupe Telegram. Voilà, c'est un groupe. Et donc, Ibrahim, à sa grande surprise, il se retrouve dans un groupe où il y a beaucoup de personnes qui discutent. Non, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a plutôt une personne qui discutait au début. Voilà. Et c'est après que les gens, commençaient à discuter parce que on va dire comment, la personne qui gérait le groupe ne permettait pas aux autres de parler. D'accord? C'est à un certain moment qu'il a permis aux autres de parler. Donc, Ibrahim est dans le groupe, il ne comprend rien, il voit des messages. Voilà, si tu veux gagner de l'argent, voilà des cartes que vous pouvez acheter et en 2 heures de temps, genre, tu achètes une carte sur le méta, je ne sais pas, apparemment, c'est des cartes prépayées des gens en France, en Amérique, en Australie. C'est des hackers, des gens qui piratent des cartes de crédit des gens en France, un peu partout, et ils dépouillent ces cartes-là. Vous comprenez? Donc, ils vont dépouiller ces cartes-là, et puis toi, ils vont te donner cet argent, tu vois. Mais c'est à toi d'acheter cette carte. Vous comprenez déjà le paradoxe? Comment s'ils ont la possibilité d'avoir des cartes, pourquoi toi on va te demander d'acheter ces cartes? C'est paradoxal. Je ne comprends pas. Mais Ibrahim, c'est un jeune, lui il veut avoir de l'argent. Il veut avoir de l'argent à tout prix. Et le gérant du groupe, il dit que voilà les différents tarifs. Ça commence par 15 000, de 15 000 à 1 million. Voilà donc, si tu achètes une carte de 15 000, en 2 heures de temps, tu as un retour sur investissement de 150 000. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu achètes une carte de 15 000 et tu as un retour sur investissement de 150 000. Nyambi. On a vu ça où? Oui, en 2 heures de temps. C'est en 2 heures de temps, le gars, il te dit ça. Donc, tu lui fais le transfert via les différents procédés ou Orange Money, Wave, etc. Tout dépend. Et le gars, je ne veux pas dire le pays où il vit, mais c'est un pays qui est au sud du Burkina Faso. C'est un pays qui est réputé pour la sorcellerie. Je ne veux pas dire le pays, je ne veux pas les problèmes. Je suis le premier enfant de mes parents. Là, si on vient me prendre là, ma mère va compter sur qui? Voilà. Je ne veux pas dire le pays, vous-même là-bas. Mais c'est au sud du Burkina Faso. Vous prenez la carte du Burkina Faso, vous regardez juste au sud là. Au sud-ouest. Voilà, il y a le Ghana. Après le Ghana, vous allez voir le Togo. Après le Togo, c'est le pays là. Moi, je ne vais pas dire je ne vais pas dire, c'est pas moi. Voilà, donc, Ibrahim, il voulait tenter pour voir si c'est réellement réel. Excusez-moi pour la tautologie. Donc, Ibrahim, il rentre en contact avec le gestionnaire de la page. Il écrit au gestionnaire de la page et tout et tout. Voilà, je suis entré dans votre page et tout et tout. J'ai vu que voilà, il y a possibilité de gagner de l'argent à travers voilà, vos différents procédés. Le gars lui dit, etc. Il a expliqué, comme je vous ai expliqué, vous achetez une carte de 15 000, vous avez un retour sur investissement de 150 000. Et c'est des cartes, c'est des cash-out, des cartes de crédit piratées sur le virtuel. Ils vont prendre les cartes de crédit de quelqu'un, ils vont dépouiller la personne et toi, on va te donner les 150 000. Vous voyez, ça c'est quelle vie. Donc, Ibrahim, je ne juge pas Ibrahim, hein, voilà. Ibrahim envoie 15 000 au gars. Il patiente. Le gars lui dit, fais la capture d'écran des 15 000 francs, tu m'envoies. Ça commence. Ibrahim, il envoie la capture d'écran, tout. Il envoie. Et, véritablement, en 2 heures de temps, il reçoit un versement de 150 000 francs sur son compte Wave. Mais il est étonné. Le gars lui dit, tu as reçu tes 150 000? Ibrahim dit, oui, papa, j'ai reçu. Le gars dit, Ibrahim, il est choqué que donc c'est réel. Donc là, je n'ai même pas besoin de travailler. Si je donne 15 000, j'ai 150 000. Donc si je donne 200 000, j'aurai combien? Oh, donc Ibrahim, il a emballé. Ibrahim, au lieu de donner 15 000 encore, Ibrahim dit non, 15 000 là, ça dort. 15 000 là, c'est quel gain? Donc Ibrahim, il donne 40 000. Et quand tu donnes 40 000, tu as un retour de 500 000. Vous voyez, 500 000. Ibrahim fait ça. 500 000. En 2 heures de temps, Ibrahim gagne encore 500 000. Regardez un peu le film.
il passe de 15 000 à 150 000 et de 40 000 à 500 000. Mais Ibrahim a dit que lui, sa vie a changé. Lui, là, c'est fini. Pourquoi il va encore travailler? Il va faire qu'envoyer de là. Il va faire que payer les cartes et recevoir son argent. Mais ce que Ibrahim ne savait pas, c'est qu'il y avait quelque chose derrière. Maintenant, Ibrahim a fait ça, il a fait ça pendant 1 mois. Il avait de l'argent, vraiment. C'est quelqu'un... Son soleil brillait. Ça brillait vraiment pour de vrai. Parce que même je voyais Ibrahim, hein, je voyais. Même je partais au travail, je le voyais. Je sens que, oh, Ibrahim Popo. Ibrahim est là. Il avait une fausse moto, là, hein, une mobilette, là, il roulait ça. Après, Ibrahim, il achète une voiture, les Toyota Yaris, il est dedans. Oh! Maintenant, on est content, hein, c'est bien, ça marche pour le frangin. Voilà, c'est bien, on est content. Mais au 2e mois, c'est là où tout se gâte. Tout se gâte pour Ibrahim. Maintenant, ce qu'Ibrahim ne savait pas, c'est que déjà, avant, il tombe malade. C'est là où ça commence. Il commence déjà à avoir des petites maladies. Les maux de tête, les maux de ventre, etc. Ça s'empire. Il ne comprend pas. Il soigne une maladie, une autre maladie arrive encore. Il soigne encore, une autre maladie arrive encore. Et lorsqu'il veut renouveler encore, il veut renouveler encore, acheter de nouvelles cartes pour avoir de l'argent, tout d'un coup, son interlocuteur, celui avec qui il faisait toutes ces transactions, le gars a décidé de couper tout. Le gars ne répondait plus à son message et même le groupe avait disparu. Le groupe avait disparu. Il cherche le groupe, il ne voit pas. Il cherche le groupe, il ne voit pas. Il ne comprend pas. Et pourtant, les gens parlaient dans le groupe, les gens envoyaient les captures d'écran, les gens discutaient que, ah, voilà la capture d'écran, voilà. Lui, il était en confiance. Maintenant, il voit que tout a disparu. Mais il s'est dit, tant pis, moi, ce n'est pas une arnaque. Vu que moi, j'ai eu mon argent, ce n'est pas de l'arnaque. Réellement, moi, j'ai reçu mon argent. Effectivement, il avait reçu son argent. Donc, lui, il s'en foutait complètement. Si la personne a disparu, tant pis, peut-être qu'on a attrapé la personne. Mais Ibrahim enchaînait des maladies sur maladies, maladie sur maladie. Il guérit une maladie, une autre maladie arrive. Il ne comprend pas. Et en plus, il perd du poids, il maigrit. Ses affaires, il avait ouvert une boutique de vente de panne, de wax, à Ouaga 2000. Voilà le quartier, à Ouaga 2000. Donc, au bout de 15 jours après l'ouverture de la boutique, la boutique prend feu. Comme ça, là, rien. En pleine journée, c'est même pas un feu de la nuit qu'on va dire que non, il y a eu un départ d'incendie. Non, en pleine journée, un feu que personne ne comprend. La boutique, les pannes ont été... Oh, tout a brûlé dans la boutique. Tout a brûlé. Et il est toujours malade. Vraiment malade, maladie dépérie même. Il fait de la diarrhée sur lui. Ses parents sont obligés de se déplacer pour prendre soin de lui. On l'envoyait chez ses parents et tout. À Tampi, c'est aussi un autre quartier là-bas. Il était là-bas, on ne comprend pas. L'hôpital soigne. On fait des examens, on ne voit rien. On fait le test de la tuberculose, on ne voit rien. Test des MST, notamment le sida, on ne voit rien. Les docteurs disent que, nous, on ne comprend rien. On fait tout, mais on ne voit pas la maladie. Maintenant, il y a un docteur qui a dit, bon, vu que nous, on n'arrive pas à trouver c'est quoi le problème, essayez d'aller voir chez les Noirs. Peut-être qu'eux, ils peuvent également traiter, parce qu'au Burkina, la médecine traditionnelle est en vogue. Hein. Beaucoup de gens vont se traiter chez les praticiens. Beaucoup, hein. Moi-même, je l'ai eu à le faire une fois. Donc, ils vont partir. Il y a une ville au Burkina qu'on appelle Bobo Dioulasso. C'est à l'ouest du Burkina Faso, non loin du Mali et du Burkina Faso. Donc, il y a un très grand marabout là-bas. Un très grand marabout. Et le marabout là, c'est une femme. Je ne vais pas dire son nom, mais s'il y a des Burkinabés ici, ils vont connaître la femme. Elle est très puissante. Apparemment, si tu veux quelque chose, tu vas la voir, elle te soigne. Mais bon, moi, je ne vais jamais dans ce genre de choses parce que moi, je suis croyant. Donc, la famille va chez la femme. La femme commence à... parce qu'elle fait d'abord une vision et tout. Elle fait une vision pour voir d'où vient le mal. Est-ce que c'est un mal qui peut se traiter facilement? Parce que tous les mâles, ce n'est pas forcément de la sorcellerie. Quand tu viens chez elle, ça dépend. Elle fait d'abord un diagnostic. Et lorsqu'elle fait le diagnostic, elle se rend compte que, mais l'âme de Ibrahim n'est même plus là, au fait. Là, il y a juste le corps
l'enveloppe qui est là, mais l'âme n'est même plus là, au fait. La famille sent que, oh, mais l'âme n'est plus là. Comment? Voilà, notre fils, il est là. Mais elle dit non, mais là, vous m'avez amené un cadavre. Parce que son âme n'est plus là. Mais on pose la question, mais son âme n'est plus là, comment? Elle fait la consultation. Elle rentre en transe. Parce qu'elle rentre en transe avant de vous dire qu'est-ce qui se passe. Elle rentre en transe et tout. Après, la dame, elle commence à faire la genèse des choses. Elle commence à dire, Ibrahim est rentré en contact il y a 2 mois avec quelqu'un qui lui a proposé de gagner de l'argent, d'une manière ou d'une autre. Après, Ibrahim ne pouvait pas parler, il était tellement faible, il pouvait juste bouger la tête. Donc, quand il bouge la tête, ça veut dire que c'est vrai. La dame dit, le monsieur avec qui tu es rentré en contact, c'est un monsieur qui a utilisé toi, ton énergie. C'est-à-dire l'argent que toi, tu as envoyé, il puisait ton énergie grâce à cet argent. Il a eu le temps de prendre ton étoile. C'est comme s'il y a eu échange. Vous comprenez? Donc, quand toi, tu lui envoyais de l'argent, les amis, sachez que l'argent que tu donnes à quelqu'un là, il y a une puissance dans l'argent que vous donnez aux gens. Avant de donner l'argent aux gens, priez sur cet argent. Dites, Seigneur, l'argent que je donne à cette personne, faites en sorte que si la personne arrive à faire du mal avec cet argent, moi, je n'ai aucun retour négatif par rapport à cet argent. Donc, sanctifiez tout l'argent que vous donnez aux gens. Si vous êtes chrétien, priez. Si vous êtes musulman, priez. Si vous êtes je ne sais pas quoi là, priez. Parce que l'argent a un pouvoir non négligeable sur la destinée de quelqu'un. Donc, comme Ibrahim donnait de l'argent, le gars, il puisait l'énergie, il puisait l'étoile. Donc, il a donné, c'est-à-dire qu'il a eu le temps de prendre toute l'énergie de Ibrahim et il a laissé Ibrahim comme, c'est comme si tu prenais un sachet d'eau, tu bois tout l'eau qui est dans le sachet, après il n'y a plus rien. Ibrahim était devenu comme ça, vous comprenez? Donc il a eu le temps de puiser toute l'énergie d'Ibrahim que il a bloqué Ibrahim, il a décidé de ne même plus répondre à Ibrahim et tout. Donc le gars, c'est comme ça qu'il fait. Et Ibrahim était dans un état, il était à l'agonie. Maintenant, la dame a dit, là, Ibrahim, la seule chose que je peux faire pour Ibrahim, c'est juste éviter qu'il meure. Vraiment. Ralentir, c'est-à-dire ralentir le procédé de sa mort. Mais honnêtement, Ibrahim ne sera plus comme avant. Ibrahim il ne sera plus quelqu'un, en fait. Il ne pourra plus rien faire par lui-même. Mais il ne va pas mourir. Et elle a fait son travail et tout. Jusque-là, Ibrahim, il ne parle pas. Il fait tout sur lui. Il ne peut pas travailler. Il est couché. Il est tétraplégique. Oh, le mot là, à cause du mot là, il est blessé. Il est tétraplégique. Donc, c'est un peu ça l'histoire d'Ibrahim. Malheureusement, pour de l'argent facile, il est parti comme ça. Donc, les amis, faites attention aux liens Telegram que vous voyez là. Parce que sur Telegram, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Faites attention. Faites attention. Ne cliquez pas sur tous les liens. Il y a des liens qui sont très, très dangereux. Donc, c'était ça mon histoire, les amis. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. Je prie que Dieu soit toujours au contrôle de vos vies. Merci et passez une excellente fin de journée. Je ne sais pas, tout dépendra à l'heure à laquelle vous allez écouter cette histoire. Bisous, big up à vous. C'est moi depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour la communauté DMG TV. Partagez, likez et puis commentez. Je voulais vous raconter une série de phénomènes que nous avions vécu chez nous en famille quand j'étais adolescente. Bon. La nuit, quand nous voulions sortir pour aller se soulager, parce que les toilettes étaient dans la cour, ce n'était pas à l'intérieur. Vous voyez les anciens plans là. Les toilettes étaient hors de la maison, c'est dans la cour. Sauf que la cour était fermée bien, mais les toilettes étaient dehors. Et la nuit, quand on veut sortir pour aller se soulager, il y avait un boubou blanc. Un homme qui était avec un boubou blanc qui effrayait les gens. Donc tout le monde avait peur de ce boubou blanc-là.
Et les gens disaient que c'était nos papas, quand nos papas étaient décédés, que c'est nos papas peut-être qui viennent veiller sur ses enfants. Ah, ça c'était bizarre. Pour aller même se soulager, on avait peur. Moi comme j'étais très peureuse, j'avais une vase dans ma chambre. C'est dans la chambre là que je faisais pipi. Puis le matin, je partais verser. Et un jour, il y avait un tonton à la maison. Vous savez, hein, les familles de l'Ouest, là, en Côte d'Ivoire, il y a toujours quelqu'un à la maison, les tontons, les tantis. Toujours, ça ne manque pas. Et un tonton, lui, il était chrétien. Il dit, aujourd'hui, là, moi, je vais confronter le boubou blanc, là. Je vais confronter le boubou blanc, là. Ça, là, c'est pas boubou blanc. C'est la sorcellerie. Mon grand frère, lui, ne peut pas venir en esprit pour venir, comment on appelle ça? Pour venir effrayer ses enfants, c'est pas possible. Et comme ça, la nuit vers les minuit, là où le boubou blanc, là, il vient, il est sorti. Il est sorti avec sa Bible. Le boubou blanc était là. Et toi, boubou blanc, là, je t'ordonne de quitter les lieux. Esprit maléfique, sors d'ici. Au fur et à mesure qu'il s'approche du boubou blanc, le boubou blanc recule. Jusqu'à ce que le boubou blanc disparaisse. Et un jour comme ça, un de mes petits frères, lui, il dormait dans la chambre. Tout le monde était sorti, allé vaguer à ses occupations. J'étais là, je faisais la cuisine. Ma belle-soeur était là, elle faisait la lessive. Et mon petit frère, lui, dormait dans la chambre, dans une des chambres, dans une de leurs chambres. Donc, il est sorti en courant. Au secours, qui m'a tapé, qui m'a tapé, qui m'a tapé, il est sorti en courant. On dit, qui t'a tapé comment? Il n'y a personne dans la maison. Nous ne sommes que trois seulement. Il avait une assiette en main. L'assiette l'a quitté en haut, ça l'a limé sur son front. Il y avait même petit boss sur son front. Aïe, ça là, c'est passé. Et un jour, moi, je voulais aller me laver. Je touche la porte, ils ont fermé la porte. La porte de la douche par dedans, ils ont mis crochet. Mais c'est qui? C'est qui? Il n'y a personne, la personne dedans, il n'y a personne dedans. Il y a tapé, on dit il n'y a personne dans la cour. Ah! On est parti appeler un petit enfant de nos voisins. Puisque la douche et les WC, c'était les pièces indépendantes. Mais il y avait un petit couloir qui séparait, une petite clôture, une clôture qui séparait la douche du WC. Et chaque pièce avait sa porte par derrière. Donc le petit est passé par la clôture. Il allait ouvrir, il enlever le cocher. Il n'y avait personne. Je vous dis, il n'y avait personne dans la douche. Ça là encore, c'était un mystère. On dit, mais qui a fait ça? Qui a fermé la porte là? Qui a fermé la porte là? Se poser les questions là, il n'y avait pas de réponse. Et mon petit frère à moi, celui-là, on avait la même mère. On avait la même mère. Je vais lui donner le nom de Cédric. Cédric, lui, dans son songe, il s'est battu avec une femme. Une tante, quoi. Elle est décédée. On peut le visage de la tante, c'est elle, ou même si on peut son visage, je ne sais pas. Mais la tante, elle est décédée. Dans le rêve, elle s'est battue avec mon petit frère. Et la dame a mordu mon petit frère sur son bras. Que c'est levé matin, il nous a dit ça. Il y avait déjà trace de dents même sur son poignet. On dirait quelqu'un qui a porté une montre. Et c'est de là, tout est parti. Et ça là, je vais vous raconter une autre fois. Et c'est là que tous ces problèmes sont partis. Donc, c'est pour vous dire que la sorcellerie là, en Afrique, là, ça existe. Ça existe. Donc, si tu n'es pas chrétien, il faut aller voir des marabouts, en tout cas, ce que tu peux faire pour te protéger. Un homme là, il ne laisse pas comme ça. Il ne laisse pas comme ça. Chez nous, encore, on dit, il faut te chercher. L'homme doit se chercher. Donc, c'était là la petite histoire que je voulais vous raconter. Partagez, likez, commentez. Et puis, je vous dis à très bientôt avec une autre histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la communauté DMG TV. Partagez, likez pour sensibiliser les autres. DMG, je voulais te dire merci pour le concept qui nous permet de raconter nos vécus
nos vécus mystiques et puis aussi d'en tirer les leçons aussi. Alors, l'histoire que je vais raconter là, c'est des choses qui se sont passées devant moi, enfin, que j'ai vues quand j'étais parti en vacances avec ma petite soeur dans les années 2016. Voilà, dans les années 2016. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Libéria. Bon. Il y a une ethnie qu'on appelle Yakuba. Voilà, nous sommes des Yakuba. De l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière du Libéria. Et un jour comme ça, mon oncle m'a raconté une histoire. Que passer au village là-bas, les gens n'aiment pas trop. Il y avait, même chez nous même là, il n'y a pas de morgue, sauf à l'hôpital. On dit que chez nous, on dit quand il y a quand on fait les morgues là-bas, ça tire la mort. Ça tire la mort. Donc, à part la mort de l'hôpital, il n'y a pas de morgue là-bas dans la ville comme ça. Et donc, les gens, vous savez, les Yacouba, hein, beaucoup n'aiment pas aller à l'hôpital. Hein. Ils aiment faire les médicaments indigénales, ils font les trucs, tout ça, les canaries, tout et tout. Donc, quand les gens meurent, quand ils vont se soigner dans un village qui meurt, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens comme ça, c'est les initiés. Ils prennent le corps là, sur moto, on attache le corps sur moto et puis ça va en déposer dans leur village, dans le village d'où vient le mort là, dans le village originaire du mort là. C'est comme ça, on dit, il y a un monsieur, il avait attaché le corps là, il a attaché le corps sur son dos. Lui, c'est son habitude. Lui là, sa moto là, ça transporte les morts. C'est comme, il est un peu comme Corbia quoi. Voilà, mais en moto. Et donc, le monsieur, on l'a attaché sur son dos, le mort là. Il partait dans le village. Il a déjà jugé son argent, tout son prix. Donc, arrivé là-bas, ils vont lui donner son argent. Donc, il a mis le corps là. Il partait. Vous savez, à l'ouest chez nous là, c'est une zone forestière. Il y a des villages, même pour partir, mais il faut traverser. On traverse la forêt, tout et tout. Souvent, deux villages, c'est la forêt, on traverse. Et donc, c'est comme ça qu'arrivé au milieu de la forêt, on dit le cadavre là, d'abord, il a éternué. Monsieur regarde derrière, qui a éternué? Il n'y a personne là. Monsieur, ça n'a pas intrigué, il a continué. Mais le cadavre a commencé à rire sur son dos. Ah, cette histoire-là, c'est sérieux, hein? Donc, il a commencé à se dépêcher maintenant. Vite fait, le cadavre là. Là, il chatouille, là. Ce cadavre là, il chatouille. La chatouille, ben, il chatouille, je ne sais pas ce que ça. Bon, le cadavre là, la chatouille, il commence à dire, toi, t'as pas que tu aimes transporter le corps. Ouh, le gars l'a filé. Il est parti. C'était presque arrivé dans le village où il partait là. Il a filé. Arrivé là-bas maintenant, il a levé le cadavre, de la déposer à terre. Il a levé le cadavre, à déposer à terre. Il dit au secours. On dit à quoi? Dit le cadavre là m'a chatouillé. Le cadavre là a parlé. Il dit non, c'est pas possible. Comment un cadavre peut parler? C'est comme ça, on a donné son argent. Il est rentré chez lui. Après, il est mort. Et c'est dans ces mêmes vacances-là que la femme de mon oncle et moi, mon oncle m'a raconté l'histoire là. Sa femme et moi, on partait au marché. Avant d'arriver au marché, à la gendarmerie, il y avait un attroupement là-bas. On est parti s'affairer. S'affairer, ça veut dire on est parti voir ce qui se passe quoi. Affairer, ça c'est le jargon ivoirien. On est parti s'affairer. Et la vieille était au milieu. Elle avait déjà raconté d'autres histoires, mais où nous sommes tombés là, la vieille là disait que je vais vous montrer, je vais vous faire la démonstration. On dit souvent les gens sont là, c'est des cadavres ambulants. On les a déjà tués, mais c'est l'enveloppe qui est là. Ils attendent juste le jour qu'on leur a donné quoi. Avant que la mort se passe physiquement. Ils sont déjà dans le spirituel, on a déjà bouffé. On dit la vieille, c'est pas possible. Comment vous faites? On fait une démonstration. Elle dit, envoyez-nous une papaye mûre. Les gens sont partis acheter papaye mûre. Il y avait du monde comme ça, on regardait la vieille là. Allez-y acheter papaye mûre. Il y avait une grosse papaye bien mûre. On donnait la vieille là. Elle a commencé à faire ses incantations. J'ai envoyé un couteau. On a coupé, on a fondu le papaye, je vous assure. Il n'y avait rien dans le papaye là. Même les grains, la chair, rien. Vous voyez quand on dépose la nourriture et puis les souris bouffent un peu trace de souris là. Voilà, c'était comme ça dans le papier là.
trace là, il n'y avait rien dans le papier là. C'était comme ça, moi-même, j'étais dépassé, vraiment. Moi, avant, je discutais la sorcellerie, vraiment ça là, ça c'est un mystère. Et donc, c'est pour vous dire que les palais, vous faites bêtement les gens dans la rue, celui-là, je ne laisse pas faire les gens comme ça, hein. Je ne laisse pas faire, je ne vais pas laisser, on va se frapper. Ah, souvent, c'est les cadavres ambulants, hein. Vous allez frapper les gens là, vous les touchez net, ils meurent. Vous allez faire prison, cadeau de la tuer quelqu'un, alors que c'est un cadavre ambulant. Donc, faites très attention. Donc, c'était là mon histoire que je voulais vous raconter. Puis, bonne journée, au revoir. Dans la prochaine histoire. Je vous dis à bientôt. Partagez, likez. Merci encore pour le concept DMG. Merci encore pour le concept. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir. Bonsoir DMJ. Bonsoir à toute la communauté DMJ. Commentez, likez, partagez. Voilà. DMJ, je suis là ce soir pour te raconter une de mes deuxièmes histoires mystiques là. Voilà. C'était en 2017. En 2017, j'avais 18 ans à ce moment. J'avais 18 ans. Voilà, bien évidemment, j'avais mon petit ami avec qui on sortait. En tout cas, bon, on était fous amoureux l'un de l'autre. Mais bon, Dieu faisant les choses, ça n'a pas marché et on a dû rompre. Après avoir rompu avec lui, j'avais du mal à me remettre avec quelqu'un d'autre. Mais le fait de voir mes copines de temps en temps sortir les soirs avec leurs petites amies et autres, bon, du coup, j'avais l'envie. J'avais envie de me remettre en couple, même si toutefois j'avais peur que cela échoue une deuxième fois. Bon, donc, un soir, quand je suis rentrée, je me suis inscrite sur Facebook. Je venais de m'inscrire nouvellement sur Facebook. Quand je me suis inscrite, voilà. J'ai reçu des invitations, des demandes d'amitié et tout. Donc, bon, pour pouvoir avoir des amis avec qui causer, des amis que tu ne connaissais pas, des amis qui étaient ailleurs, pas proches de toi, quoi, avec qui causer, partager des soucis et tout. Donc, du coup, j'ai accepté quelques invitations, bien évidemment. Mais je dois admettre qu'en acceptant certaines invitations, je rentrais plutôt voir, je vérifiais le profil de ces personnes-là, voir si j'étais intéressée ou bien si on pouvait causer, on pouvait être amis, un truc comme ça. Donc, du coup, en acceptant les invitations, du coup, il y a un qui me répond sur le champ. La personne me dit coucou, salut. Je dis oui, salut. Ça va? J'ai dit oui, ça va bien. Je suis toi que ça va. Bon, on a entamé la discussion pendant 2-3 jours. Au niveau au 4e jour, il m'écrit, il me dit que vraiment, tu me plais beaucoup. Est-ce qu'on peut se voir? Je dis je dis déjà, moi je suis au Burkina. Je sais pas où toi tu es. Il me dit que oui, ça tombe bien, je suis aussi au Burkina. Donc, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit bon, je vais voir. Je lui ai demandé, mais on peut se voir, pourquoi? Pourquoi tu veux me voir? C'est là il me fait comprendre que je l'intéresse, je lui plais. Bien sûr, avec les mots, voilà. Les mots qu'il faut, quoi. Pour me convaincre. J'ai dit, bon, d'accord, ça ne coûte rien. Et de toute façon, on était déjà pendant les vacances, donc du coup, j'avais le temps. Il n'y avait pas les devoirs, il n'y avait pas le cours à réviser, donc j'avais le temps d'aller où je veux, de croiser qui je veux, quoi, pour causer. Voilà. Mais je tiens à vous dire que j'avais des parents qui sont vraiment très sévères. Très sévères. Moi, je n'avais pas la permission de sortir les nuits. Les nuits, moi, je ne sortais pas, seulement la journée. Et même, je vous dis que même la journée, quand je sors, voilà, il y a mon père qui passe le temps souvent à m'appeler. Quand il est à la maison et que je suis pas là, il constate que je ne suis pas à la maison, il va m'appeler pour me demander où je suis. S'il se trouve que je suis loin du quartier, il va me demander de rentrer immédiatement à la maison. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Il m'a demandé ma ville. J'ai dit, je suis au Burkina, mais à Ouagadougou. Il dit, oui, moi aussi, je suis à Ouagadougou. J'ai dit, ah bon, il dit, oui. Ok, on se voit quand? C'était un jeudi, non? Si je me souviens bien. Il m'a donné rendez-vous un samedi. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai pas de problème. C'est là maintenant, il me dit pendant la nuit que, bon, on va se voir.
Mais j'aimerais que on se croise. Quand on va se croiser, je vais te prendre et tu vas aller chez moi. Tu vas aller connaître chez moi. J'ai dit, bon, c'est un peu rapide. Pourquoi ne pas s'asseoir, se voir, s'asseoir, prendre un pot. Voilà. Et une autre fois, une prochaine fois, quoi. Je pourrais te suivre pour aller connaître ta maison. Il me dit, bon, en fait, comme je te le disais, tu me plais beaucoup. Je veux passer à l'étape supérieure. Je veux vraiment que ce soit une relation très sérieuse. Je dis, ok. J'ai dit, bon. C'est là que je me suis rappelé. J'ai dit, ah, vraiment, le gars, il m'a en cause. Et je ne lui ai jamais demandé de m'envoyer ses photos et tout. Je l'ai écrit, j'ai dit, est-ce que je peux avoir des photos? Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, non, envoie-moi sûrement tes photos. J'ai dit, au moins le jour du rendez-vous qu'on va se voir, je vais te reconnaître. Il dit, d'accord. Il m'a envoyé les photos, je suis rentrée, j'ai vu, j'ai dit, ah, c'était un bel homme. Hein. Dans les images, en tout cas, voilà. Les images qu'il m'a envoyées, c'était un bel homme, un très bel homme. Voilà. Donc, j'ai accepté. Mais heureusement pour moi, j'en ai parlé avec ma copine. J'en ai parlé avec ma meilleure amie à l'époque, là. J'en ai parlé avec elle. Elle m'a dit où est-ce qu'on s'est rencontrés? J'ai dit vraiment, sans te mentir, voilà. On s'est connus sur Facebook. C'est là-bas en cause et tout. Mais il a pris mon numéro, j'ai aussi son numéro. Et elle m'a demandé de lui montrer les photos. Je lui ai montré les photos. Elle aussi, elle a dit que, ah, vraiment, c'est un bel homme. Ça coûte rien d'essayer. Il faut tenter ta chance. On n'en sait jamais. De toute façon, tu es célibataire. Tu n'as pas de relation, voilà. Et tout, donc, essaye de te lancer, voir ce que ça va donner. Après, elle m'a demandé que, ah, vraiment, je suis quand même un peu inquiète. Pourquoi il veut que vous voyez le même jour là? J'ai dit, ah, il dit, moi aussi, ça me paraît un peu bizarre. Mais c'est pas grave, je vais aller connaître chez lui. Voilà, et on verra. Elle dit, d'accord. À l'époque, je n'avais pas encore de moto. Hein. C'était ma camarade, elle avait une moto. Elle partait à l'école avec sa moto. Voilà. Donc, moi, je lui ai demandé, j'ai dit vraiment, le jour où je voulais que tu m'accompagnes. Tu vas m'accompagner. On va croiser le monsieur à l'endroit où il nous a indiqué là. Quand on va se croiser là-bas, voilà, tu vas le saluer. Je vais faire la présentation. Ensuite, tu vas repartir à la maison. M'attendre. Tu vas repartir à la maison et moi, je vais le suivre pour aller connaître chez lui. Bête que je suis. En tout cas, c'est ce que ma copine et moi, on avait planifié. Donc, le jour où J est arrivé, il m'appelle, il me dit que tu me demandes tu es où. J'ai dit, je vais démarrer comme ça. Il dit, ok. Lui, il a déjà démarré, il n'est pas loin. Et d'accord, donc on se retrouve là-bas. Il dit, ok. Donc, voilà, j'étais pressée. J'étais quand même pressée d'aller retrouver mon beau garçon et tout. Donc, quand ma camarade est arrivée, on s'est suivi, elle m'a remonté derrière sa moto. Voilà, on a pris la route, on est papoté. Bon, elle était toujours inquiète. Elle me dit que elle avait un mauvais pressentiment. J'ai dit moi aussi. J'ai dit mais en fait, je pense que c'est la peur. Comme on ne connaît pas le monsieur, il m'a pas croisé comme ça en face à face pour prendre mon numéro et c'est sur Facebook là. Ça fait quand même peur. Mais je pense que le fait qu'il m'a envoyé ces photos, à travers les photos là, il n'a pas l'air d'être quelqu'un de méchant. Voilà, il m'a l'air d'être quelqu'un de responsable et tout. Donc, je n'ai pas à avoir peur. Et je vous dis aussi, dans les messages, j'ai oublié de préciser que quand ce monsieur m'écrivait là, il me disait que non, si j'ai besoin de quelque chose, de ne pas hésiter à lui demander, peu importe ce dont j'ai besoin. Peu importe ce dont j'avais besoin, je pouvais lui demander, il allait me le donner. Voilà, sans problème, peu importe. Mais bon, j'avais seulement 18 ans et tout, donc je ne connaissais pas trop les problèmes financiers, c'était pas trop mon souci. Ce qui fait que ça m'a pas vraiment traversé l'esprit de demander de l'argent à ce monsieur. Hein. Même si au fond je me dis qu'un jour, si j'ai un problème, en tout cas, comme il m'a dit que de venir vers lui, si j'ai un problème un jour, je sais qu'il va m'aider, il va me soutenir. Donc, mieux pour moi d'entretenir cette relation avec lui. Parce qu'on n'en sait jamais, je pourrais avoir besoin de ses services un jour. C'était ce qui était dans ma tête en fait. Voilà. Quand on est arrivé, on a croisé le monsieur, quand on est arrivé là. Bon, je pense, nous on est arrivé plutôt avant lui. Là, quand on arrive, je l'appelle, je dis, on est là, mais tu es où? Il me dit, je suis pas loin, je te vois. Je dis, tu me vois? Il me dit, oui. Il dit, pourtant, moi, je ne te vois pas.
Non, ne t'inquiète pas, je te vois, j'arrive. J'ai dit, ok. 1 minute, 2 minutes, je l'appelle encore. J'ai dit, mais tu m'as pas dit que tu arrives. Tu m'as même dit que tu me voyais. Depuis là, je ne te vois pas. Tu n'es pas là. Non, mais je suis là, j'arrive. Tu vas me voir, ne sois pas pressé. À ma grande surprise, je vois quelqu'un qui traverse le goudron là. La personne traverse le goudron du côté gauche pour venir vers moi. Parce que moi, j'étais à droite, voilà, j'étais à ma droite. Lui aussi venait de l'autre sens, là, inverse en fait. Donc, du coup, il tournait pour venir vers moi, voilà. Il est arrivé de loin. Quand le monsieur vient de loin, là, ma camarade a dit qui est? Que ton moral, il est clair des... Ce n'est pas comme au téléphone là, c'est un nom très clair. Je dis, il est trop clair même. Parce que c'est un Africain, voilà. D'après ce dont on causait au téléphone là, voilà, il est africain, bon, mais il m'a dit qu'il était nigérien, il était du Nigeria, voilà. Lui, il venait du Nigeria, il est au Burkina pour un travail, voilà, pour une mission. Il dit qu'il travaillait dans quel ministère même. Bref, j'ai oublié cette partie-là. En tout cas, c'est un gars du Nigeria, c'est ce qui m'a fait comprendre. Et moi, voilà. Maintenant, je dis, tu as raison, hein. Si c'est lui comme ça, en tout cas, il est trop clair. Je dis, il ressemble à un albinos, il ressemble à un blanc. Je dis, mais en tout cas, pas à un Africain. Elle dit, on était là, on attendait le monsieur seulement qui finit de traverser la voie pour nous rejoindre. Il traverse la voie, il arrive. Quand il s'approche, au fur et à mesure qu'il s'approche, tu as l'impression que sa peau brille, mon Dieu. Tu as l'impression que sa peau brille. C'est comme... Bon, je n'ai jamais vu l'or de toute ma vie. Hein. Je n'ai jamais vu l'or, moi. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que la peau du monsieur, ça brillait de loin. La lumière de ça, mon Dieu. La lumière. On était dans les environs de 11h, voilà, de 11h, voilà. C'était ça. Sa peau brillait. Et il arrivait avec une moto bizarre. Parce que moi, je suis au Burkina depuis longtemps, donc je suis née là-bas. Je connais à peu près les motos que nous, les Burkinabés, on aime rouler avec. Je connais à peu près les motos qui sont là, même les nouvelles motos qui venaient dessous. Parce que mon papa travaillait un peu dans ça, voilà. Dans le transport des engins, là, des engins routiers. Là. Donc, ce qui fait que je connaissais presque toutes les motos, voilà. Presque toutes les motos, voilà. Toutes les motos, même, je peux dire. Donc, voilà. C'est ça qui a fait que... Quand le monsieur est arrivé avec sa moto là, ça m'a paru un peu bizarre. Je me demande, ma copine m'a dit, c'est quelle moto ça encore? Donc il est venu, non. Il m'a salué, il a dit bonsoir. Il m'a dit bonsoir. Tellement qu'il me faisait peur en fait. J'ai eu très peur quand je l'ai vu. Donc ce qui a fait que je n'ai pas osé le saluer avec la main. Ma copine, ma camarade non plus, elle aussi elle avait peur. Elle était là, elle marchait sur mon pied. Genre, je sais pas, c'est comme si elle voulait me montrer quelque chose et moi je refusais de voir. Donc elle n'a pas arrêté de marcher sur mon pied, non. Elle marchait sur le pied, elle marchait. Ouais, moi je voulais pas faire genre. Au moment donné, le monsieur me dit que mais vous allez bien? J'ai dit oui, ça va. Ok, on y va. J'ai dit bon, ma camarade elle est venue, bon, elle voulait faire ta connaissance avant qu'on parte. Il dit ok. Il donne son prénom, ma camarade aussi donne son prénom. Je dis, oh, d'accord. Comment on peut aller maintenant? Je dis, bon, j'étais là. Je dis, attends un peu. C'est là, ma camarade fait un signe là. Je dis, quand le monsieur s'est retourné, non, en fait, je suis paniquée. Excusez-moi si je suis un peu perdue là quand je raconte l'histoire. Sauf que quand je revois l'image de cet homme-là, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué en fait. Quand le monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, le monsieur a voulu se retourner. Vous voyez, non, quand tu regardes une personne normalement là, tu vois sa face et tout. Tu ne vois pas derrière, tu ne vois pas sa nuque, rien. Tu vois sa face, voilà. Je ne sais pas, c'est un visage ovale ou bien c'est long. Alors, le visage normal, oui, normal, c'est la peau seulement qui me dérangeait. Mais il s'est passé quelque chose, le monsieur s'est retourné pour regarder. DMG, Seigneur. DMG. Quand le monsieur s'est retourné comme ça, qu'est-ce que je vois? Tu vois la tête du monsieur, non? Derrière là. C'est balèze, c'est tellement gros.
C'est tellement gros, mon Dieu. Mais quand il te regarde comme ça de face, tu ne sens pas. Tu ne peux pas savoir qu'il y a une masse pas possible derrière elle. Aïe! Ma camarade a failli crier. Hein. Elle a failli crier ce jour-là. Moi, j'étais là comme ça, terrorisée. Je fixais la nuque du monsieur, je le fixais. Ensuite, il s'est retourné encore pour nous regarder. Il s'est retourné de façon rapide pour nous regarder. C'est comme s'il sentait vraiment que, ouais, on a su ce qui se passait. On a su vraiment que, voilà, il n'était pas normal. On a su qu'il n'était pas normal, il n'était pas comme les autres. Il s'est retourné nous regarder avec les yeux vraiment, je sais pas, c'est pour nous menacer ou c'est quoi. Il m'a dit, monte, on va partir. J'ai dit, ah, ouais, j'ai oublié de te le dire. J'ai dit, bon, comme tu me vois, je suis arrêtée là, je ne suis pas prête. Voilà, tu vois comment je suis habillée, je n'étais pas prête pour venir avec cet habit-là. Et quand je sortais, mon papa qui m'a demandé d'aller à mon école là où j'ai fréquenté là, il m'a demandé d'aller récupérer mon attestation de niveau là-bas. Voilà, je parte récupérer mon attestation de niveau et que j'amène ça. Il va faire ses papiers avec. J'ai dit, mais il est 11h. Et comme il est 11h là, l'école ferme, la surveillance se ferme à 12h30. Donc, je dois être là-bas vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Moi, il y avait un maquis juste derrière là. Je lui ai dit, tu m'attends là-bas, tu m'attends au maquis là. Je vais aller récupérer mon attestation. Je vais te donner ça à ma copine. Elle va venir me le déposer. On se suit, on part chez toi. Et ensuite, ma camarade va partir avec l'attestation pour le remettre à mon papa. Il dit, mais il fallait me prévenir. J'ai dit, non. C'est tout de suite en venant là qu'il m'a appelé. Donc c'était imprévu. Mais mon papa m'a envoyé, donc je ne peux pas refuser. Voilà, j'ai dit chez moi, quand tes parents t'envoient, tu ne refuses pas. Voilà, peu importe ce que tu étais prête à faire là. Il va falloir que tu abandonnes ce que tu étais prête à faire et que tu fasses d'abord ce qu'on t'a demandé de faire. Donc c'est ce que je t'ai fait comprendre. Il m'a dit, bon, ok, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je vais t'attendre. Je dis, d'accord. Il dit, attends-moi au maquis là. Faut t'asseoir là-bas seulement. Tu m'attends. Je reviens. Mon Dieu. La peur. Mon Dieu. On a repris la route. Ma camarade me dit qu'il faut prendre le devant de la moto. J'ai dit non, je ne peux pas. Que non, il faut prendre. Quelle est la peur? J'ai dit non, il faut prendre. Parce que où je suis là, moi-même, je suis comme ça là. Je ne sens même plus mes pieds. Je dis, je ne sens plus mon corps. Je ne sens plus mes pieds. Ce que je viens de voir là, ce que je viens d'assister là. Franchement, c'est trop fort pour moi. C'est la toute première fois que moi j'assiste à ces genres de scènes là. Donc c'est trop fort pour moi. J'ai dit, je ne peux pas. Si je m'amuse, si je prends le devant de la moto, on risque de faire un accident sur la voie. Donc, mieux pour toi, tu me remontes, on va rentrer à la maison. Donc, elle a démarré. Sur le chemin, tu vois, quand on venait là, on partait pour rencontrer le monsieur là. On était en train de causer, de papoter, de rire, vraiment comme des idiotes, de rire aux éclats là. Il y a les gens qui me regardaient même sur la voie. Je suis que les gens nous insultaient pour savoir, c'est quel genre de fille ça. Ah, mais bon, voilà. On est quand même arrivé à la maison en bonne santé. Vraiment, je remercie Dieu pour ça. Dès qu'on arrive à la maison, on est rentré, on s'est couché. On était toutes paniquées. La peur. Je passais mon temps à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Après maintenant, j'étais à ma caméra. J'ai dit... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir, bonjour à toute la communauté DMJ. Voilà, ici l'enfant mystique. Je viens aujourd'hui pour vous raconter une nouvelle histoire. Mais avant cela, j'invite tout le monde à liker, à commenter et à partager. C'est très important et cela pourrait sauver des vies. Voilà, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que ma mère m'avait relatée il y a déjà des années auparavant. Bon, l'histoire c'est comme il y a un homme, il était très fortuné et il habitait un village et toutes les femmes voulaient de cet homme-là comme époux, comme il était célibataire. Mais lui, il ne savait pas qui choisir parmi toutes ces femmes parce qu'il voyait que les femmes qui traînaient autour de lui n'en voulaient seulement qu'à son argent, c'était pas de l'amour en tant que tel. Donc comme ça, il y a eu une femme qui l'a plu
et il a décidé de faire chemin avec elle. Mais à sa grande surprise, toute sa famille et même les personnes de ce village lui ont dit que cette femme que tu vois, aussi belle qu'elle est, n'est pas une bonne personne pour toi et qu'elle aussi elle désire fortement ta richesse. Et l'homme étant amoureux, bon, il ne voulait rien comprendre, rien savoir, lui voulait seulement de cette femme-là. Et là, ils sont restés ensemble au bout de plusieurs années comme ça. Et là, c'est comme ça, dans le village, il y a des femmes qui désiraient aussi l'homme, qui ont, qui ont été remplies de jalousie vu qu'elles n'ont pas été choisies, contrairement à l'une des personnes qu'elles connaissaient. Et là, comme ça, ils ont lancé un sort à la femme du monsieur en question, celle que l'homme avait choisie. Donc, c'est comme cela que cette femme a commencé à manifester une maladie mystique, une très grave maladie mystique, une maladie qu'on ne pouvait pas soigner n'importe comment. Donc, l'homme aimant sa femme, il a fait venir le plus grand nganga ou le plus grand bukoto, ça dépend de comment les gens les appellent dans les différents pays. C'est comme ça, le nganga a dit, bon, il peut pas guérir le mal, mais ce qu'il peut faire, il peut transférer ce mal quelque part. Et voilà, elle va retrouver sa guérison, son état de santé normal. Et voilà, c'est comme ça, ils ont procédé aux choses. Mais là, l'homme, il a été rempli de sagesse et comme étant un homme avec la tête posée, il a demandé au Nganga de mettre, comment dire ça, de mettre, parce que le Nganga l'a proposé certaines choses où il devait transférer le mal. Donc, il a transféré le mal dans un œuf. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ça à sa femme. Elle a été guérie, mais elle ne savait pas que c'était son mari qui était à la base de sa guérison. Elle s'est dit que bon, la guérison est venue de manière naturelle. Parce que c'était une femme aussi, elle avait la bouche et bavardait, elle insultait les gens comme ça. Donc c'est dans cela que les gens lui ont jeté sur cette maladie-là. Donc là, c'est comme ça, l'homme, il a pris l'œuf et il allait la remettre à sa femme sous prétexte que non, c'est sa vie qui est là. Or, lui, il savait que l'œuf contenait la maladie de sa femme qui devait la tuer par la suite. Mais comme il aimait sa femme et il voulait voir le cœur qu'elle avait, il lui a dit que non, que cet œuf du moins contient lui sa vie et que si un jour il arrive à malheur que ça se brise, il va décéder. Donc, il a fait exprès et il a remis comment dire ça, à sa femme. Et elle a prise et elle a gardé quelque part là-bas. Elle, pour elle, bon, c'est la vie de son mari. Elle a gardé ça quelque part de très sûr. Et c'est comme ça, des mois se sont écoulés, tout allait bien dans le foyer. Mais l'homme, il a remarqué que au fur et à mesure, la femme a commencé à le fatiguer sous prétexte que, ah, chérie, ton agent là, c'est mon agent, on s'est marié, donc il faut que genre, je sache que non, tes biens aussi m'appartiennent et que tout est aussi à mon nom. Donc elle a commencé à fatiguer son mari comme ça. Donc comme lui, il n'en pouvait plus, comment dire ça, il a fait venir une personne qui s'est fait passer pour une autorité comme ça et ils ont fait signer des documents sous prétexte que bon, elle est la légitime, comment dire ça, la personne qui va recevoir tous ses biens après son décès, les choses comme ça, elle et ses enfants. Mais il signale que le monsieur n'avait pas encore d'enfant avec la femme. C'était juste les débuts de relations, les choses comme ça. Mais il n'y avait pas vraiment, depuis. C'est vrai, ils ont fait des mois ensemble, mais c'était pas arrivé au niveau où ils avaient eu des enfants. C'était encore un truc comme ça. Donc là, c'est comme ça. Lorsque la femme a été bernée par son mari sous prétexte que c'est bien aussi l'appartenait, un jour dans les disputes, elle a commencé à menacer le mari que si tu continues ce que tu fais, si tu ne me donnes pas cette somme d'argent, je vais briser cette œuf-là tout de suite. Et c'est comme ça, l'homme, il jouait le jeu au fait. Il disait à sa femme, chérie, pardon, ne fais pas comme si, il ne faut pas jeter cette œuf, tu sais que c'est ma vie qui est dedans. Et puis il demandait pardon jusqu'à ce que la femme prenait l'œuf et retournait cacher ça quelque part.
Et c'était comme ça. À chaque fois, c'était le même cinéma. Lorsqu'il y a une petite dispute, elle prend le fait, excusez-moi, elle prend le fait et elle commence à suggérer elle va le briser. Ça serait fini pour son homme. Donc là, elle était en train de faire comme ça. Et au même moment qu'elle était avec le monsieur, elle le trompait avec quelqu'un d'autre. Parce qu'à la base, elle s'était mise en couple avec lui juste pour avoir de ses biens, profiter de son argent. C'était tout ce qui était dans elle, c'est sa pensée. Donc là, un jour, le monsieur, il a vraiment exagéré, il a vraiment tapé sa femme sur les nerfs et là, elle a pris le genre sachant elle va tuer son mari et ça serait fini de lui, elle a pris le feu et elle a brisé sur le sol. Donc le monsieur, il a joué le rôle, il a joué le rôle comme bon, il a été atteint, il est en train de convulser pour mourir, tout ça. Et la femme était en train à commencer à confesser tous les plans qu'elle avait déjà établis en tête. Genre, tu prends toi-même, tu penses que tu es qui même, que tu es si, tu as l'argent, tu es comme si, tu es comme ça, tu fais. Comment dire ça? Tu te prends pour le roi du village, tu penses que moi je t'aime, tu penses que je peux traîner avec un vilain comme toi, les trucs comme ça. Et là, l'homme il était là, il jouait le cinéma au fait. Et à la grande surprise, la femme a commencé à se démanger des côtés, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à elle va s'en rendre compte, le monsieur s'est levé et là, les boutons ont commencé à apparaître un peu, un peu. D'abord, la première journée, elle-même, elle est étonnée de voir que son mari se lève bien portant et il passe s'asseoir, il prend une tasse de café, il commence à regarder la télévision. Elle est étonnée, elle est assise à côté, elle ne sait plus qu'est-ce qu'elle va dire, donc elle reste bouche bée. Elle observe son mari, lui, il ne la calculait même plus même. Donc, il regardait la télévision, même qu'elle lui adresse sa parole, il lui répond comme s'il y avait rien. Et là, c'est comme cela que le jour du lendemain, lorsqu'elle s'est réveillée, tous les boutons qu'elle avait eus au début sont revenus entièrement. Et là, le monsieur lui a dit, bon, je crois que là, tu dois faire tes affaires pour quitter ma maison parce que je n'ai plus besoin d'une personne comme toi. Voilà. Moi, j'essaie de te tenter. C'est là il lui a expliqué tout ce qui s'était passé, qu'il voulait voir réellement qui elle était dans le fond, que lui-même il savait qu'elle n'était pas amoureuse de lui et que les gens lui en avaient parlé d'elle. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. La femme, elle a fini en larmes, elle a commencé à pleurer et le monsieur, bon, il est resté encore célibataire et quelques mois après, cette maladie a eu raison de la femme et elle est décédée. Bon, ici, la morale de l'histoire ici, c'est quoi? Le mal qu'on espère faire aux autres nous revient toujours, quelles qu'en soient les circonstances. Il faut toujours être bienveillant envers ceux qui sont bien avec nous. C'est comme cela. Parce que Dieu peut pardonner, mais la nature ne pardonne jamais. C'est ça qu'on appelle souvent le karma. Voilà. Cette femme ne savait pas que son mari avait fait plein de choses comme ça pour elle, mais elle voulait juste profiter de lui et voilà, tout est retombé sur elle. Elle a tout perdu jusqu'au point de perdre sa vie. Alors, bye à toute la famille DMG et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.